Avant de commencer cette vidéo, je juge qu'il est important que je précise une chose. Oui, les Thousand Sons sont une légion fantastique que j'adore. Probablement avant l'hérésie d'Horus et sa sombre descente au chaos, la plus instruite et l'une des plus nobles. C'est également une légion dont j'adore tout particulièrement l'esthétique ainsi que sa conception du monde. Se détachant des modes de pensée bornés que peuvent avoir pas mal d'autres légions comme les Space Wolves ou les Imperial Fist. Et maintenant que tout cela est dit, il est peut-être temps de parler de celui qui fut leur pire ennemi et qui massacra des milliers d'entre eux, Bulvé Barbe Grise. Bulvé, c'est un Space Marine appartenant à la 6ème Légion, la Vulca Fenrica, les Routes ou plus communément appelées dans l'Imperium les Space Wolves, selon la traduction impériale. Mais vous vous en doutez peut-être, et je n'aurais pas mis autant de temps et d'énergie à vous préparer cette vidéo si Bulvé n'était qu'un simple membre de cette Légion ainsi que du chapitre qui lui succédera, puisque les personnages, même ayant un grade important, c'est quelque chose de très commun dans l'univers de Warhammer 40 000. Non, Bulvé, c'est un ancien compagnon de René Manrus avant même sa réunification avec l'Empereur, et il deviendra plus tard le Jarl de la Grande Compagnie des Dectra, bien plus connu désormais sous le nom de 13e Compagnie au destin tragique. Et selon moi, la meilleure du fait qu'elle ait été composée des anciens compagnons de Lemanrus sur Fenris, et aussi à cause de son histoire dont on pourra parler plus en détail. Pourtant, c'est très loin d'être le plus important sur lui, et ses actions durant la Grande Croisade et l'hérésie d'Horus n'auraient sûrement pas suffi à la création sur lui d'une vidéo, ou au moins pas d'une vidéo qui aurait pu être intéressante et motivante à produire. C'est compliqué à expliquer, mais attendez la fin de cette vidéo et vous aurez parfaitement compris ce que je viens de dire, et tous les enjeux qui sont encore importants même aujourd'hui autour de ce personnage. C'est un guerrier qui commença simple mortel par se battre sur les dracars en bois aux côtés de celui qui deviendrait des années plus tard son primarque, avant de devenir l'un des seigneurs les plus influents de la Grande Croisade, puis l'un de ceux qui combattit le plus cruellement sur Prospero jusqu'aux sombres cieux du 42e millénaire. Hein? Quoi? Non, je m'expliquerai. J'ai été très surpris de voir que malgré son importance, Bulvé semble être un personnage boudé de l'univers. En effet, il est très compliqué de trouver des informations à son propos, même en fouillant beaucoup. Et certains sites, comme celui du Lexicanum, d'habitude si bien fournis, sont quasiment vides. Mais qu'importe cela, je connais bien les écrits directs de Games Workshop à son sujet, notamment ses romans à la Black Library, ce qui suffira très largement. Bien qu'il ne soit pas forcément toujours un personnage principal, il a eu sa propre nouvelle, que j'ai lue, puisque j'ai lu beaucoup de choses durant mes années en tant que fan de Warhammer, un statut qui continue toujours. Laissez-moi vous plonger dans le lore du Jarl Bulvé Barbe Grise. Vous vous rendrez très bientôt compte qu'il en vaut la peine, qu'il est très intéressant et qui laisse beaucoup rêver pour la suite de l'univers, même si c'est une rêverie qui dure depuis 2016 et qui n'a pas eu de réponse. Je ne vous cache pas cependant qu'à la fin de cette vidéo, vous risquerez d'être très frustré contre Games Workshop, mais vous comprendrez en temps voulu. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser du fait que pas mal des illustrations utilisées dans cette vidéo seront, pour dire les termes, un peu nulles. Pas du fait qu'elles soient forcément mal dessinées, mais du fait qu'elles soient très cartoonesques et un peu ridicules, et qu'elles ne représentent pas du tout la profondeur du personnage que j'aimerais donner dans cette vidéo et l'importance dont j'aimerais rendre compte. Cependant, ça s'explique simplement par le fait que, comme il soit peu connu, les seules vraies traces qu'on ait de lui dans les illustrations, à part celles de la nouvelle qu'on a de lui, que j'utiliserai plus tard, elles viennent du jeu Horus Heresy Légion. Et comme c'est un jeu vidéo, sur mobile, on a ce genre d'illustration. Voilà, bon, j'espère que ça vous empêchera pas de vous plonger dans la profondeur du personnage et de comprendre son côté un peu sombre et assez monstrueux, même pour les standards dans Space Wolf. Également, cette vidéo-ci qui traite du mystère autour de Bulvé et de tout ce qui l'entoure, sortira en 2 parties. Vous pouvez donc vous abonner et normalement une deuxième vidéo devrait sortir quelques temps après que celle-ci ait été publiée. Ces 2 premières apparitions, elles proviennent mutuellement, la première du livre sur les Manrus, le Loup Suprême, que j'ai lu, et du livre Chronique de l'Hérésie, que j'ai aussi lu. Le Loup Suprême, c'est le premier livre de Warhammer que j'ai jamais lu, et du coup, il m'a beaucoup touché, et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment génial. Maintenant, comme je connaissais très peu le lore et que j'avais pas forcément une très bonne capacité d'interprétation, peut-être qu'il y a pas mal de choses auxquelles j'ai pu passer à côté. Quant à Chronique de l'Hérésie, je pourrais mieux en parler, parce que celui-là je le connais assez mieux, et d'ailleurs une grande partie de cette vidéo se basera dessus, puisque globalement, dans le livre sur les Manrus, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit sur ce personnage. C'est juste présenté comme le lieutenant Huskarl en langage Space Wolf de Jorin Bloodhall, dont on parlera un peu, puisque
on ne peut pas vraiment traiter le sujet de la 13e compagnie sans mentionner celui qui fut son jarl pendant la majorité de l'hérésie d'Horus. Même si ses apparitions sont relativement rares, j'insiste sur le fait qu'il est en rien un personnage insignifiant, mais ça vous le comprendrez. La nouvelle qu'on a dans Chronique de l'hérésie à propos de ce personnage, il est fort probable que vous en ayez entendu parler si vous êtes impliqué dans la communauté Warhammer 40 000, puisque même si on reste sur une nouvelle Warhammer 40 000, eh bien, elle est assez marquante émotionnellement par sa fin horrible. Je l'ai vu un bon nombre de fois expliqué et spoilé sur internet, souvent sans préciser même le nom du personnage de Bolvi. Notamment, Weshhammer, il a fait une longue vidéo où il fait que la paraphraser. Si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder, mais je trouve que ça enlève complètement l'intérêt de lire la nouvelle qui est très bien écrite et très intéressante, et qui en plus donne une ambiance assez géniale, avec notamment les Drukhari, et qui donne un bon aspect aussi de la Grande Croisade, peut-être presque même meilleur que celui qu'on peut voir dans les livres qui traitent de l'histoire des Primarques pendant la Grande Croisade. Il m'est déjà arrivé sur cette chaîne de critiquer très sévèrement les Dark Angels, et notamment leur primarque Lionel Johnson, en disant que il avait eu un manque de tact assez déplorable et que sinon, c'était très probable que les Fallen n'aient jamais existé. Maintenant, je dois reconnaître que sur certains points, il a réussi à être bien plus intelligent que Leman Russ. Tout particulièrement à la découverte de sa légion, Lionel Johnson a décidé d'intégrer les anciens éléments de l'ordre de Caliban dans la légion sans leur donner toutes les améliorations, ce qui en aurait tué la majorité. Leman Russ, lui, il a décidé de faire passer les tests à tous ses compagnons de Fenris, ce qui a évidemment provoqué un massacre. Maintenant, il y en a un nombre très conséquent qui ont survécu, et plutôt que leur donner des fonctions de commandement extrêmement importantes comme l'a fait Lionel Johnson, il a simplement décidé de les regrouper dans une compagnie spéciale, la 13e compagnie. C'est censé être un honneur, mais je trouve ça assez stupide, et bien que c'est assez impressionnant qu'énormément aient survécu, c'est un massacre inutile. Mais ce test débile, eh ben Bolvé, il y a survécu, sinon on n'en parlerait pas. Et il y a tellement bien survécu qu'il a réussi à devenir lieutenant de notre ami Jorin Bloodhall pendant la plus grande partie de la Grande Croisade. Et à la fin, pour une raison inconnue, Jorin Bloodhall a laissé le poste à Bolvé. On sait pas trop pourquoi, mais on imagine facilement que ça doit être pour une raison de réorganisation diverse. Sinon, si ça avait été une quelconque histoire de disgrâce, il n'aurait pas repris très peu de temps après le commandement d'une autre compagnie qu'on voit dans la série Fléau du Loup. Et d'ailleurs, il a peut-être bien fait, parce que ça lui a permis de se sauver de la faim qui a attendu toute la 13e compagnie, et de pouvoir continuer à lutter pour le reste de l'hérésie, même si ça lui aura peut-être pas garanti une très grande survie, étant donné les massacres que vont subir la Légion des Space Wolves. Après Prospero, que ce soit Alax ou Trisolian ou ce qui adviendra après, c'était assez désastreux. Et c'est là que la Légion, elle sera complètement décimée. Déjà qu'avant de se lancer à la poursuite d'Horus, il restait que 40 000 sur 100 000 Space Wolves, à la fin, il devait rester à peine plus qu'un chapitre. Pour en revenir à la nouvelle, une nouvelle qui d'ailleurs porte le titre de Dans la gueule du loup, que je n'avais jamais mentionné jusqu'ici, je vais essayer de vous la raconter brièvement sans trop rentrer dans les détails puisque mon but ici n'est pas de gâcher complètement votre plaisir si vous décidez de la lire un jour. La nouvelle, elle commence par la soumission des derniers tyrans d'un monde face à la 13e grande compagnie des Space Wolves. Et pile au moment où Bolvé prévoit de massacrer les tyrans, il reçoit un message de Leman Russ qui lui demande de venir au plus vite et qui rassemble la Légion pour s'en prendre à Prospero. Sauf que Bolvé, il s'en fiche un peu, il décide de pas tuer les tyrans, de leur laisser une deuxième chance et de partir de là pour aller explorer une dernière planète. C'est un détail un peu surprenant à propos de Leman Russ, mais il arrive souvent qu'un officier décide de refuser d'exécuter ses ordres, et parfois même arrive à le percevoir comme un enfant capricieux. C'est ce qui arrive notamment dans le roman Fléau du Loup, avec un personnage que j'adore, dont il faudra bien reparler sur cette chaîne un jour, puisqu'il a réussi à être l'un des plus grands psycheurs des Space Wolves, tout en étant à moitié paralysé, littéralement. Et je trouve que c'est un personnage vraiment génial, peut-être certains voient de qui je veux parler. Oui, les Space Wolves sont une légion particulièrement complexe, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, passant. À ce moment-là, les guerriers de Bolvi, ils ont détecté une nouvelle planète, et Bolvi décide d'y aller. Là-bas, ils voient qu'il y a des méchants Drukhari qui sont en train de massacrer tout le monde. Dans les faits, c'est raconté de manière un peu plus complexe, mais globalement, quand ils arrivent,
Il débarque avec une douzaine d'hommes et le vaisseau en orbite de Bolvé se fait abattre par des vaisseaux Drukhari. Il commence à comprendre que quelque chose va pas et ça va être des semaines de guérilla contre les Drukhari qui se soldera par la victoire des Space Wolves et la libération du monde. À la toute fin du roman, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé la description du personnage du méchant Drukhari qui finit par mourir au bout d'un duel avec Bolvé. Elle est assez horrible, voyez par vous-même. Dans l'espace ouvert par la charge soudaine se présenta une silhouette grande et agile, engoncée dans une armure magique aux motifs intriqués les uns dans les autres. Il portait une couronne parcourue de champs d'énergie indigo. Une longue lame, courbe et noire, se balançait dans sa main droite, alors que la gauche levait un pistolet doté d'un grand canon. Ses cheveux étaient longs et noirs, libérés de part et d'autre de ses épaules et son visage. La simple vue de sa face glaça le sang de Bolvé. Le chef des Xénos n'avait pas de visage. Ou plutôt il en avait plusieurs, des traits fantomatiques d'humains agonisants apparaissant et disparaissant là où le faciès de la créature aurait dû être. Hommes, femmes et enfants, tous arborant un masque de terreur indicible et de souffrance. Depuis l'autre côté de la pièce, Bolvé put ressentir l'horreur émanant de ce masque holographique, comme s'il s'agissait d'un couteau placé sous sa gorge. Le loup en lui sursauta, montrant les crocs, la rage et la soif de sang le submergèrent. Sauf qu'à la fin, il y a le reste de sa compagnie qui va venir le rejoindre, suite aux ordres de regroupement de leur primarque. Et à ce moment-là, il va utiliser le reste de la compagnie pour raser la planète parce qu'un habitant lui avait dit qu'il voulait pas que celle-ci rejoigne l'Imperium. Les dernières lignes de la nouvelle sont d'ailleurs assez évocatrices. Le seigneur loup arracha son regard des cadavres à ses pieds. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était comme l'acier. Stormblade, ici Fenris, dit-il. Cette planète a refusé de se soumettre. Exécutez le plan de croisade Epsilon et commencez les opérations de combat sur le champ. D'un pas lourd, le seigneur loup passa au-dessus des corps d'Andras et de ses hommes, laissant une empreinte sanglante sur les marches qui gravissaient en direction du trône du porte-parole. Le bois de ce dernier craqua lorsque le Space Wolf s'y assit et posa sa hache maculée sur ses genoux. À l'extérieur, le peuple d'Antimon célébrait encore sa délivrance lorsque les premières bombes tombèrent. Lors du premier chapitre, vous avez peut-être commencé à vous dire que Bolvé c'était quand même un gros nul. Dès lors que notre parenthèse entre la 13e grande compagnie et la malédiction des Wulfen est finie, on pourrait commencer à se pencher sur les prochains grands événements de la vie du Jarl, qui ne risquent pas de diminuer ce sentiment si vous l'avez eu. Pour l'instant, on n'a toujours pas commencé à parler de la vie du Jarl durant l'hérésie d'Horus, et c'est normal puisqu'il ne la vivra jamais. Enfin, plutôt il ne la vivra pas jusqu'à la fin, puisqu'il ne verra qu'une bataille importante, la destruction de Prospero, et encore pas même la fin de la bataille en elle-même. Pour comprendre ces événements, on va se pencher sur un audiodrama, Le 13e loup. Il est sorti en novembre 2016, et il a été publié qu'en anglais, ce qui fait que il reste inaccessible à une grande partie de la communauté française. Mais par chance, je parle assez bien anglais dû au fait que j'ai passé plusieurs années de mon enfance à l'étranger et au fait que je sois habitué à me renseigner sur Warhammer avec des contenus en anglais. Donc j'ai réussi à l'écouter et à comprendre, après me l'être procuré. Et je vais pouvoir vous raconter en détail ce qui est dit dans cet audiodrama, sans bien sûr faire du spoil et de la paraphrase inutile, mais plutôt essayer de retirer les aspects du Bolvé, puisqu'il ne se concentre pas que sur lui, pour essayer d'avancer dans notre histoire et de parler de sa vie. Vous le savez sans doute, mais dans les premières années du 30e millénaire, Horus Lupercal manipule les Manrus et plusieurs autres forces comme des Custodes et des Sœurs du Silence en leur faisant croire qu'ils doivent attaquer Prospero, la planète du primarque des Thousand Sons, Magnus le Rouge. Bien sûr, Magnus le Rouge, il était quand même recherché par l'empereur qui avait demandé à les Manrus de l'attraper, mais il n'avait jamais été question de massacrer sa planète, sa légion, et d'essayer de le tuer lui-même. Ce qui va provoquer un désastre en mettant deux légions qui sont à l'époque loyalistes les unes contre les autres. Les Thousand Sons ne resteront pas loyalistes d'ailleurs, et ça va être un des plus gros carnages de l'hérésie d'Horus. Peut-être même devant le massacre d'Istavan III, même si ça reste à discuter. Bolvé a fait le serment à les Manrus de massacrer les Thousand Sons. Alors quand il débarque en dernier avec sa compagnie et qu'ils reçoivent des attaques d'un sorcier qui essaye de s'en prendre à eux, le Jarl n'a pas l'intention de laisser passer ça, et on peut le comprendre. Cependant, dès le dialogue qui ouvre le livre audio, celui qui précède l'atterrissage alors qu'ils sont encore dans leur appareil, Bolvé n'a pas la moindre empathie pour tous ceux qu'il est sur le point de massacrer, alors qu'il est de mon point de vue en train de se prendre à une autre légion loyaliste, même s'il faut bien reconnaître que Magnus a fait, disons, diverses bêtises. Mais il n'y a rien qui justifie une attaque de les Manrus, et même l'empereur ne l'aurait jamais désiré. Mais ça, quand Bolvé l'apprendra bien plus tard que vous pouvez imaginer, eh bien, il s'en fichera un peu, et c'est pas ça qui le fera regretter ses actes.
Globalement, le siège de Prospero, pour résumer ça de manière caricaturale, c'est des espèces de sauvages déguisés en loups qui vont aller massacrer des innocents parce qu'ils n'avaient pas compris que l'Égypte antique, c'était fini depuis plus de 30 millénaires. Et en passant, les espèces de loups sauvages, ils vont en profiter pour casser plein de pyramides en verre. Et globalement, l'assaut de Bolvé, il n'échappe pas à cette règle, puisqu'ils vont aller poursuivre le sorcier dans une pyramide. Et à partir de là, ils vont avoir la mauvaise idée de rentrer dans une suite de portails où ils n'auront pas la moindre idée d'où ça va. Et pourtant, c'est pas faute que Bolvé il ait été prévenu. Par exemple, il y a un personnage que vous connaissez au moins d'image, c'est Gegor Felunded, qui va lui prévenir, avant même qu'il entre dans les portails, que c'est une très mauvaise idée d'aller suivre le sorcier dans les pyramides. Et Bolvé il va en avoir rien affiche. Gegor Felunded, si vous voyez toujours pas qui c'est, c'était la figurine Space Wolf qui était dans la boîte Burning of Prospero. Et c'est un personnage qu'on voit pas ailleurs pour la simple bonne raison qu'il n'est pas si intéressant que ça, et qu'il a juste été choisi pour représenter une image du Space Wolf de base, sans aller présenter un personnage qui se démarque particulièrement par ses actions incroyables, comme Band of Legion, Nikona Sharokin, le fameux Ravenguard qui a tiré au sniper sur Fulgrim, mais on pourrait aussi en mentionner d'autres, comme pour les Imperial Fist, notre ami Sigismund, ou Dominion Zéphon et Nassiramit, mais je vais m'arrêter là dans ma liste, parce que le but de cette vidéo c'est de vous présenter l'histoire d'un autre personnage, et pas de faire une liste de tout ce que j'aime bien. Après, ça reste assez surprenant que ce soit Gegor Felunded qui s'oppose à la décision de Bolvé, parce que Gegor, il est connu pour détester les Thousand Sons particulièrement fort, dû au fait qu'ils auraient fait lors de la Grande Croisade une trahison qui aurait causé la mort de tout le pacte qu'ils dirigeaient. Et c'est pour ça qu'il leur vaut une haine féroce. Maintenant, c'est pas la dernière occasion qu'on le verra, et il apparaîtra aussi dans Fléau du Loup, en tant que simple combattant pour les Manrush. Et c'est la dernière fois de cette vidéo que je vais parler de ce personnage, dont même si je trouve qu'il n'est pas forcément principal, et pas forcément assez complet en termes de lore, qui pourrait lui donner un intérêt d'avoir une figurine, et bien sa figurine elle reste jolie. Après avoir commencé à s'enfoncer dans les pyramides, qui étaient remplies d'une espèce de sensation de magie environnante qui mettait les Space Wolves très mal à l'aise, ça va tourner au désastre. Et la progression dans les portails va très mal se passer, avec des groupes qui vont même se retrouver bombardés par les appareils des Space Wolves qui sont en train de pilonner Tishka, puisqu'ils essayent de suivre les Thousand Sons qui connaissent les portails, et Bolvé n'a aucune idée de ce que c'est. Et les Thousand Sons s'en rendent bien compte. C'est pas pour ça qu'ils vont pas souvent s'arrêter et massacrer un bon nombre de Thousand Sons. Il va pas y avoir beaucoup de combats, dont les Space Wolves seront pas forcément toujours perdants. Mais plus on avance, plus c'est compliqué de retourner, et un Deus Carl de Bolvé lui informera que c'est une très mauvaise idée de continuer, et Bolvé répondra simplement que il a qu'à suivre ses ordres, et que s'il n'est pas content, ce sera une rébellion contre lui. Donc, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. La chasse aux sorciers se termine très mal. Isakar Oz, l'archiviste dirigeant les Thousand Sons, propose à Bolvé une trêve l'avertissant du danger de rester aéré dans le labyrinthe pour un temps infini. Oz savait parfaitement naviguer dans les réseaux du labyrinthe, mais les Space Wolves étaient en train de gravement l'endommager, compromettant la survie de tout le monde. Bolvé refuse la trêve et fend la tête du sorcier d'un coup de hache énergétique, s'enfermant ainsi dans le réseau pour toujours ou presque, alors que le Thousand Sons lui avait proposé de le laisser retourner à Prospero. Pourtant, ils n'y resteront pas vraiment pour toujours, mais pour très très longtemps. La suite de cette histoire, elle vient dans un roman, non pas de Russe Récit cette fois, mais de Warhammer 40 000. Et vous commencez à sentir, oui, c'est bien un roman qui commence à l'ère Indomitus. Jan Stormcaller, le maître des tempêtes des Space Wolves, se retrouve contaminé, en baladant son esprit sur Prospero, par l'âme du sorcier qui s'accroche à lui. Celui-ci va alors lui révéler l'emplacement de Bolvé, et Stormcaller va en parler au maître des chapitres des Space Wolves, le garde Grimnar, et montrer une compagnie pour aller les sauver. C'est possible que certains parmi vous l'aient reconnu, oui, ce roman c'est bien Les Cendres de Prospero. Il date de 2016, et les éléments qui sont dedans ne sont jamais réapparus par la suite. Cela va bientôt faire plus de 3 ans que j'ai lu, et autant vous le dire tout de suite, l'opération de Njal sera un succès, il parviendra à ramener sur Fenris 200 membres de la Grande Compagnie, ainsi que Bolvé leur Jarl. C'est tous des grands héros de l'hérésie d'Horus, et ce sera une fascination pour tout le monde, et quelque chose d'incroyable pour l'avenir des Space Wolves. C'est vraiment quelque chose qui aurait dû révolutionner tout l'univers, mais plus en particulier le chapitre des Space Wolves, et jamais on en a entendu parler par la suite. La deuxième partie de la vidéo, qui sera publiée plus tard, elle traitera justement de ce mystère, de ce qui se passe dans ce livre, alors que la première partie s'était concentrée que sur la vie pendant l'hérésie d'Horus
de W, brutal de W représente parfaitement le chapitre des Space Wolves, et c'est pour ça qu'il faut le revoir. J'espère vraiment que dans une des prochaines refontes, qui doivent arriver avec la 10e édition, bientôt on pourrait peut-être avoir des figurines de la 13e Grande Compagnie à jouer pour Warhammer 40 000. C'est toujours pas le cas, et on discutera dans cette seconde partie de qu'est-ce qu'on peut y attendre. En attendant, j'espère que vous avez profité de cette première vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez également jeter un œil à la chaîne secondaire, et on se reverra pour la suite.